Très bien, on va commencer. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence table ronde du CERIAM. Je m'appelle Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. Je suis responsable des communications et des partenariats au CERIAM. Et dans mon plus jeune temps, j'étais aussi étudiant sur la politique étrangère américaine, sur la politique américaine. Ça me fait plaisir d'animer modestement cette conférence aujourd'hui avec nos invités. Antoine Yoshinaka, qui nous arrive de Buffalo, qui est à l'Université de New York à Buffalo, c'est bien ça? Et Andréane Bissonnette, qui est chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'Université du Québec à Montréal. J'ai les petits traits. Merci beaucoup d'être là. Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez suivi quand même les midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis ces derniers jours, enfin mardi dernier et la suite, puisque les résultats ne sont pas encore tous connus. On sait depuis hier que le Sénat maintenant est acquis aux démocrates. Pour la Chambre des représentants, ce n'est pas encore sûr, mais on devine que ça ira entre les mains des républicains. Donc, ça demande, ce n'a pas été la vague rouge anticipée. Donc, il y avait plusieurs scénarios sur la table. C'était une élection, des élections assez, je ne dirais pas imprévisible, mais incertaine. Alors, ça mérite un retour, ça mérite une analyse sur ce qui s'est passé et ça mérite aussi un regard vers l'avenir pour savoir qu'est-ce qui attend avec ces résultats les 2 prochaines années en politique américaine. Donc, évidemment, les 2 prochaines années, c'est avant le prochain grand rendez-vous électoral, la présidentielle des États-Unis, la présidentielle, oui, américaine. Alors, je vous explique comment nous allons procéder aujourd'hui. Nous allons procéder en 2 temps. Une première partie sur un retour sur les résultats électoraux pour bien les comprendre, et dans un deuxième temps, quelles seront les choses à surveiller, les éléments à surveiller, peut-être des scénarios pour les 2 prochaines années. Alors, à tour de rôle, ils parleront sur ces 2 axes. Il y aura une période de questions entre les deux parties. Et sans plus tarder, je donnerai la parole d'abord à Antoine, puisqu'il nous arrive de si loin. Alors, Antoine, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup, Jean-Frédéric, à tout le monde. Merci d'être parmi nous. Ça me fait plaisir de venir parler des élections ici au CERIAM. Petite note personnelle, c'est un petit peu un retour au bercail pour moi. J'ai été étudiant, j'ai fait mon baccalauréat ici. Je ne dirais pas exactement à quelle année, mais c'était dans un différent millénaire différent. J'aimerais souligner l'organisation de la table ronde avec Clara Bock ici et Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. Donc, merci beaucoup. Petit retour sur les résultats. Quand je préparais mes propos, l'aphorisme qui m'est venu à l'esprit, c'est celui de l'ancien secrétaire de la Défense des États-Unis, Don Rumsfeld, qui a dit, peut-être on va s'en rappeler, je vais le dire en anglais, We go to war with the army we have, not the army we wish we have. On va à la guerre avec l'armée qu'on a, et non avec l'armée qu'on aurait aimé avoir. Et ça m'est venu à l'esprit parce que quand je préparais mes propos, je me rendais compte que je n'ai pas les résultats des élections. On ne les a pas encore. Donc, on a les résultats qu'on a, peut-être pas ceux qu'on aurait aimé avoir pour obtenir des propos disons, conclusifs. Mais néanmoins, comme on le sait en ce moment, à l'heure actuelle, l'issue à la Chambre, bon, elle est encore en jeu. Il semblerait que les républicains se dirigent vers une courte majorité. À quel point cette majorité sera courte, ça, il y a une incertitude, je vais y retourner tantôt. Donc, pour mes propos ce soir, je vais présumer ici qu'ils vont être majoritaires, avec une courte majorité de peut-être aux alentours de 220 sièges quelques. Au Sénat, on le sait depuis samedi, les démocrates vont maintenir leur majorité. Ce sera 50, peut-être 51, selon les résultats en Géorgie. Comment expliquer ces résultats? C'est une sous-performance, disons-le, des républicains à travers le pays, les élections fédérales, les élections aussi étatiques au poste de gouverneur, secrétaire d'État, et les législatures étatiques. Il y a plein de législatures étatiques qui ont basculé au Michigan, en Pennsylvanie, au Minnesota. Et donc, ça a été vraiment la vague rouge ne s'est pas manifestée. Et dans un certain sens, il y a même eu une certaine vague bleue qui s'est manifestée à plusieurs endroits. Comment expliquer ça?
Nate Cohn, dans le New York Times, le décrypteur, si on veut, l'analyste, il a résumé ça ainsi. Il a dit c'est l'avortement et la démocratie. Et c'est certain que ces deux enjeux ont été très importants. Andréane va vous parler beaucoup de l'avortement et de la démocratie dans quelques minutes. Moi, ce que j'aimerais faire ici, c'est de prendre ça comme point de départ et de vous parler de ma discipline et de la science politique et à quel point je pense que les élections de mardi dernier nous rappellent qu'il y a des théories, des dynamiques qu'on croyait peut-être dépassées, mais qui en fait sont encore très pertinentes. Ce que je veux dire par là, je vais vous donner des exemples. Parmi toutes les explications qu'on entend à chaque fois qu'il y a un post-mortem électoral, souvent celles qui reviennent, c'est l'aphorisme de Tip O'Neill, l'ancien président de la Chambre des représentants du Massachusetts dans les années Reagan. Il disait « All politics is local ». Tout se décide dans les circonscriptions, c'est vraiment sur le terrain que ça joue, les candidats, les débats, etc. Donc ça, c'est une vision pour expliquer, si vous voulez, ce qui se passe sur le terrain. L'autre vision, on juxtapose ça un peu, c'est celle du gourou de Bill Clinton, Jim Carville, vous allez peut-être vous en souvenir. « It's the economy, stupid ». Lui, ce qu'il disait, c'est pas vraiment les candidats, c'est la situation économique qui plane au-dessus qui plane au-dessus des campagnes, les récessions, l'inflation, le PIB, la stagflation, le taux de chômage, etc. Et que donc, vous avez ces deux visions qui souvent, on a l'impression que ça se contredit. Mais en sciences politiques, ça nous rappelle on sait depuis les années 70 et 80 qu'en fait, ces deux facteurs ne sont pas, sont complémentaires. C'est-à-dire que l'effet de l'économie est réel. Quand l'économie va mal, et on va en parler tantôt, les perceptions de l'économie étaient très négatives, on s'attend évidemment à ce que le parti du président perde des sièges. Or, depuis comme je dis, les années 70-80, on sait que l'effet de l'économie, c'est indirect. Ça se fait par le biais des candidats qui se présentent. L'économie, c'est le contexte, mais le contexte, il peut se manifester d'une manière ou d'une autre selon la nature des candidats qui se présentent, le message qu'ils véhiculent, leur qualité en tant que communicateurs, etc. Et ça, c'est quelque chose que les républicains n'ont pas compris. Cette année, ils pensaient que l'économie, ça allait être suffisant. Parce que, historiquement, regardez, quand l'économie va mal, on le sait, on l'a vu avec Barack Obama en 2010, on l'a vu avec d'autres élus avant lui, 1994, avec Bill Clinton, etc. Le parti du président qui perd des plumes, on s'attendait, mais voyons, ça va être la même chose. Or, c'est vrai que l'effet de l'économie est réel, mais ça se fait par le biais des candidats. Et il y en a un qui l'avait compris, je vais en parler tantôt, c'est Mitch McConnell, le leader du Sénat. Lui, il savait que la piètre qualité de ses propres candidats, qui n'a pas nécessairement, c'était pas ses candidats, c'était les candidats de son parti, ont peut-être été, on fait mal, disons, à la cause républicaine. Cette année, les républicains se sont choisis des candidats de pire qualité. Pourquoi? À cause de Donald Trump, à cause de la présence qu'il a au sein de la coalition républicaine, la théorie du grand mensonge, je vais y revenir tantôt, de plus en plus, il est clair qu'il est toxique pour son propre parti. Et ça, après des pertes au Congrès en 2018, après des pertes de la présidence en 2020, la perte du Sénat en 2020, et là encore en 2022, les républicains auront sous-performé. Il est clair que l'effet de Trump ici est très important. Ça m'amène à mon deuxième point. Les résultats de mardi dernier ont démontré que malgré la polarisation, malgré le gouffre qui sépare, si on veut, les deux grands partis, malgré les médias sociaux qui amplifient les différences, malgré tout ça, il y a encore des électeurs qui sont capables de distinguer, de discerner les bons candidats des moins bons. Et ça, dans un système comme celui des États-Unis, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que les électeurs peuvent apprendre, peuvent ajuster leurs opinions en fonction de ce qu'ils observent, de ce qu'ils entendent lors de la campagne, au fur et à mesure que les candidats se révèlent à eux. On a vu ça en Pennsylvanie, on a vu ça en Arizona, on l'a vu au Nevada. J'irais même plus loin, que ça concorde très bien avec la vision qu'avaient les pères fondateurs lorsqu'ils ont rédigé la Constitution. Ils avaient à l'esprit non pas des électeurs qui étaient tous campés dans leur silo partisan, en fait, je vais vous le mentionner tantôt, je vais vous le dire, ils avaient une vision très négative des partis, mais ils avaient plutôt à l'esprit des électeurs capables, dans une certaine mesure, de choisir des candidats sur la base de ce que,
apporte à la table chacun des candidats. En fait, les pères fondateurs, ils détestaient tellement les partis politiques, les factions, ils les appelaient, qu'ils pensaient que c'était la plus grande menace à la survie des États-Unis. C'était pas l'esclavage, c'était pas les inégalités, c'était les partis politiques. James Madison, dans le Fédéraliste numéro 10, il a écrit en 1787 que la Constitution doit nous prémunir contre ce qu'il appelait les méfaits des factions, de mischiefs of factions. C'était selon lui le plus grand danger à la démocratie américaine. George Washington, quand il a, dans son fameux discours d'adieu, quand il a quitté la Maison-Blanche, 1796, il a parlé de l'effet catastrophique des partis. Thomas Jefferson, dans sa lettre à Francis Hopkinson, Jefferson, un homme très religieux, il a dit, je le cite en anglais, « If I could not go to heaven with a party, I would not go there at all. » Il dit à son homologue, à son ami Francis Hopkinson, que lui, aller au paradis, s'il faut qu'il soit affilié à un parti, il n'irait même pas. John Adams, « There is nothing I dread, que je crains so much, to the division of the republic into two great parties under its leader. This is to be feared as the greatest political evil in the Constitution. » Ça m'amène à mon troisième point. Depuis environ 30 ans, c'est devenu presque un catéchisme d'affirmer qu'en raison de la polarisation, les élections se décident essentiellement par de la mobilisation. Vous avez deux camps bien ancrés, un à gauche, un à droite, et la question c'est qui fait sortir le vote? La mobilisation. C'est beaucoup plus nuancé. Je le dis, moi, depuis des années. Qui veut l'entendre? Oui, la mobilisation est importante. Oui, c'est encore plus important qu'avant, faire sortir le vote. Mais il y a encore de la place pour la persuasion en politique. Convaincre quelqu'un de voter pour vous, qui peut-être n'est pas nécessairement porté initialement à appuyer votre candidature, au lieu de simplement s'assurer que les gens qui votent déjà pour vous soient mobilisés à aller voter. Ça a l'air de rien, mais combien de fois avez-vous entendu ça? Des gens disent « Ah, les élections aujourd'hui, c'est déjà décidé d'avance, vous avez les républicains et les démocrates, ils ne se parlent pas, c'est juste de faire sortir le vote. » Il y a encore de la persuasion. Et je ne parle même pas ici des années 80 avec les Reagan Democrats, les démocrates qui ont appuyé Ronald Reagan. Ça, c'était des gens qui étaient traditionnellement démocrates et qui, en 80 et surtout en 84, ont décidé d'appuyer le républicain Ronald Reagan. Je parle des conservateurs, des électeurs conservateurs blancs du Midwest qui ont appuyé Barack Obama en 2008 et en 2012. Ça a l'air de rien, là. Barack Obama, c'est comme si c'était il y a 100 ans. Barack Obama a remporté l'Iowa 2 fois. Il a remporté l'Ohio 2 fois. Il a remporté la Floride 2 fois. Il a remporté l'Indiana en 2008. Il a remporté la Caroline du Nord en 2008. Des États qui, aujourd'hui, on se dit, mais c'est impossible, ou presque, pour un démocrate de pouvoir remporter ces États. Ce sont ces mêmes électeurs qui, en 2016, se sont retournés et ont voté pour Trump. Trump a remporté le vote des familles syndiquées de l'Ohio. Ça, c'est les travailleurs dans l'industrie automobile, l'industrie du caoutchouc, Goodyear, Firestone. C'est un pilier de la coalition du New Deal démocrate. En 2016, ils votent pour Trump. Qu'est-ce qui arrive en 2020? Ces mêmes gens-là, en Pennsylvanie, au Michigan, au Wisconsin, ils se retournent de bord, ils votent pour Biden. Il y a encore de la place en politique américaine pour de la mobilisation, pour de la persuasion. Moins qu'avant, sûrement, mais rappelez-vous une chose, on est dans une ère très compétitive en ce moment. Si vous regardez historiquement, là, des républicains qui prennent la Chambre en 1994, ils la perdent en 2006, ils la reprennent en 2010, ils la perdent en 2018, ils vont la regagner en 2022. C'est une ère qui peut-être nous rappelle un peu les années 1880-1890, cette rotation comme ça, les deux partis qui remportent. Et donc, tout ce que ça prend, là, si vous pouvez persuader 2, 3, 4% de l'électorat du parti adverse à voter pour vous, ça peut faire complètement, ça peut soit créer une vague en votre faveur ou endiguer la vague du parti adverse. Comment est-ce que les démocrates, les Biden et les démocrates ont réussi à persuader ces électeurs-là? L'élection de gouverneur en Pennsylvanie, selon les sondages avaient sorti des urnes, 16%. Un électeur sur 6 qui s'affilie au Parti républicain, qui se dit républicain, a voté pour le démocrate. Dans une ère ultra polarisée, en général, c'est 3 à 4% de démocrates qui votent pour les républicains qui votent pour les démocrates. Là, on en a eu 1 sur 6. En Arizona, 10%. Au New Hampshire, 10%. Donc, il y a des républicains qui se sont présentés aux urnes. C'est pas qu'ils sont restés à la maison, c'est pas qu'ils ont été démobilisés, ils ont été persuadés de voter pour les démocrates. Comment les démocrates y sont à voter? C'était en parlant de démocratie, de Trump, d'avortement, de tout sauf l'économie. Là, vous allez me dire, mais attention, là, tous les experts nous disaient, mais l'économie, c'est l'enjeu le plus important. Pourquoi les démocrates ne parlent-ils pas
d'économie. Je vais terminer là-dessus. Il y a une théorie en psychologie politique, je vais employer le mot anglais, le mot français n'est pas évident, ça s'appelle le priming. On met l'accent sur un enjeu. La théorie du priming vous dit ceci. Quand vous parlez d'un enjeu, ça fait en sorte que les électeurs vont penser encore plus. Si vous êtes un parti au pouvoir, vous contrôlez la Maison-Blanche, la Chambre, le Sénat, l'économie va mal, les médias vous disent l'économie va mal, la perception dans les sondages, l'économie va mal. En tant que parti au pouvoir, quels sont vos choix? Si vous parlez d'économie, ça ne fait que rappeler aux gens que l'économie va mal. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben oui, je sais que l'économie va mal, qu'est-ce que vous voulez? Ça ne fait que renforcer cette idée que ça va mal. Ou d'une autre part, vous pouvez peut-être décider de dresser un portrait un peu plus rose, un peu plus positif. Et là, vous risquez d'être dépeint comme étant déconnecté de la réalité, que vous manquez d'empathie. Voyons, l'économie, vous dites ça va bien, ça va mal. Donc, au lieu de faire ça, qu'est-ce que la théorie du priming va nous dire? C'est qu'il est bon pour le parti qui ne veut pas nécessairement parler de certains enjeux, de parler d'autres enjeux pour que ces autres enjeux-là qui revêtent une certaine importance aux yeux des électeurs. L'avortement. L'avortement, ceux qui croyaient que l'avortement était l'enjeu le plus important, 3 contre 1, ils ont voté pour les démocrates. C'est un quart, 30%, 27% de l'électorat qui pensaient que c'était l'avortement. Ceux qui pensaient que c'était le contrôle des armes à feu qui était l'enjeu le plus important, ils ont voté plus de 60% en faveur des démocrates. Ceux qui pensaient que c'était l'économie qui était l'enjeu le plus important, 70% ont voté pour les républicains. Les démocrates, il n'y avait aucun intérêt à parler d'économie. Il fallait parler de Trump, il fallait faire de l'élection un référendum sur le trumpisme, la démocratie, la décence, le fascisme, et ce pivot qu'ils ont fait. Il est difficile à faire souvent. Tu nous parles de fascisme, voyons, tu nous parles de démocratie. Il est beaucoup plus facile à faire ce pivot-là quand le leader, informellement, le leader du Parti républicain continue de marteler ses théories au sujet du complot de 2020, qu'il y a des candidats qui continuent à être des candidats négationnistes, hein, qui disent que l'élection, ça a été truqué. Et donc, ce pivot, il est plus facile. Essentiellement, on leur a donné aux démocrates cette opportunité-là en mettant avant des candidats qui étaient non seulement de piètre qualité, mais qui parce qu'ils voulaient montrer une certaine fidélité à Donald Trump, parlaient de ce message qui n'était pas un message qui était véhiculé, qui n'était pas un message qui était populaire parmi les électeurs. Je vais finir avec 2 petites citations. Puisque je parle de sciences politiques peut-être des années 70-80, je vais remonter dans l'ère paléolithique des années 1960. Il y a un politologue, E.E. Schachtschneider, qui a publié un petit livre, c'est tout à fait génial, ça s'appelle « The Semi-Sovereign People ». Et dans son livre, il avançait l'argument disant que quand vous avez un conflit dans la population, dans la société, et que vous êtes dans la minorité, vous pouvez tenter de persuader les gens, mais c'est difficile. Qu'est-ce que vous faites? Vous tentez de changer l'axe du débat pour changer la dimension du conflit, pour tenter de créer un nouvel axe autour duquel vous pouvez peut-être être majoritaire en divisant la majorité. Et dans un certain sens, c'est ça qui est arrivé, parce que les démocrates, en mettant l'accent sur la démocratie, sur l'avortement et sur ces enjeux, ils ont réussi à diviser un petit peu, mais dans un contexte où les élections sont tellement serrées, des petites failles dans la coalition républicaine étaient suffisantes pour faire élire plus de démocrates. Dernier point. Un essai publié en 1964 qui est tout à fait magistral, écrit par un historien de grand renom, Richard Hofstadter. Et son essai, c'était publié dans Harper's Magazine, ça s'appelait « The Paranoid Style in American Politics », le style paranoïaque. Je vous invite à aller le trouver en ligne, c'est gratuitement, vous pouvez lire. Il vous raconte l'histoire des États-Unis du 18e, 19e siècle jusqu'au 20e siècle, comme quoi il y a toujours une tendance dans la population à la paranoïa, le complotisme, l'antisémitisme, la xénophobie, cette idée qu'il y a des forces occultes là, qui contrôlent. Et c'est incroyable à quel point, en 2022, c'est encore tellement d'actualité. Qu'est-ce qu'on a vu ici mardi dernier? C'est que la population américaine, l'électorat, quoi qu'on en dise, ils ont rejeté cette vision
Et ça, je pense qu'il est bon de se le rappeler et on peut quand même s'en réjouir. Peut-être que c'est une victoire à court terme, peut-être qu'on ne sait pas ce qui va arriver d'ici 2024, etc. Mais pour l'instant, ils ont rabroué cette image, cette idée véhiculée par Trump et ses candidats, selon laquelle les États-Unis, il y a un genre de complot, c'est truqué, il y a de la tricherie. Ils ont rejeté, ils ont voté en faveur de la démocratie, et ça, je pense qu'on peut s'en réjouir. Merci. Bonjour. Je pense qu'on se complète très bien dans nos interventions, mais je vais vous amener un peu plus au niveau local. Donc, une des deux théories qui a été mise de l'avant. Donc, moi, je vais vous amener du côté des courses au poste de gouverneur et les courses plus locales, donc les référendums qui ont eu lieu la semaine dernière aux États-Unis, avec un focus sur justement la question de l'avortement. Parce que lorsqu'on regardait la stratégie démocrate, surtout dans les dernières semaines qui précédaient les élections de mardi dernier, il y avait certaines voix au sein du Parti démocrate, en fait, qui s'élevaient et qui disaient, est-ce qu'on a trop mis l'accent sur la question du droit à l'avortement? Parce que depuis les presque 6 derniers mois, la stratégie démocrate était vraiment axée sur le droit à l'avortement. Pour un petit rappel, donc le 3 mai dernier, il y a eu une fuite faite par Politico, donc un média états-unien, qui a rendu publique la décision potentielle de la Cour suprême dans la cause de Dobbs. Et cette décision-là a été validée par la suite le 24 juin dernier et on a eu le renversement de Roe v. Wade. À partir de ce moment-là, la question du droit à l'avortement était sur toutes les lèvres, tant d'un côté que de l'autre. Et rapidement, on a vu en fait les républicains dans les législatures d'État, les postes de gouverneurs également, se braquer dans leur position extrêmement anti-choix, appliquer des lois qui interdisaient totalement le droit à l'avortement, alors que de l'autre côté, du côté démocrate, on a eu un discours local qui était plus nuancé, où on mettait de l'accent sur le fait que les républicains donc voulaient contrôler les corps des femmes. On a mis de l'avant également des discours qui ne faisaient aucun sens, par exemple des républicains qui disaient « Oui, la fécondation in vitro, c'est correct, mais l'avortement, non, parce que c'est à l'intérieur du corps des femmes. » Et je cite, donc il y a des républicains qui ont réellement dit ça on veut uniquement contrôler quand le fœtus est dans le corps d'une femme et non pas lorsqu'on parle d'embryon. Et donc, on a mis vraiment l'accent sur ces discours-là plus extrémistes en adoptant un discours qui, souvent, au niveau des États, était beaucoup plus nuancé et touchait à des enjeux qui étaient chers aux électeurs républicains comme aux électeurs démocrates, c'est-à-dire les libertés individuelles et de dire qu'on venait, en fait, entraver les libertés individuelles en mettant de l'avant des lois qui étaient anti-avortement. Et donc, on en vient à une situation où, lorsqu'on arrive proche des élections de mi-mandat, on a vraiment eu une stratégie démocrate axée sur le droit à l'avortement. Et on a eu, dans les semaines qui précédaient, des gens qui disaient, c'était peut-être un peu trop, notamment Bernie Sanders, qui voulait qu'on remette le discours davantage sur la question de l'économie. Mais lorsqu'on regarde les sondages après coup, donc les sondages qu'on appelle à la sortie des urnes, avec toutes les failles qui viennent avec ces sondages-là, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus imparfaits avec le vote par la poste et avec le vote par anticipation, mais demeure quand même quelque chose d'intéressant à regarder. On voit que l'accès à l'avortement, comme mentionné plus tôt, c'est quelque chose qui en fait a été central et qui nous met à nous poser la question, est-ce que c'est vraiment « it's the economy stupid » ou « it's the abortion stupid ». Parce qu'en fait, 27% des électeurs ont dit que l'accès à l'avortement a été le moteur décisif pour qui ils ont voté. Et de ceux-là, 76% ont voté démocrate, 23% ont voté pour les républicains. Et on voit que la différence entre l'inflation, donc l'économie de façon, si on veut aller un peu plus large, et l'accès à l'avortement est très faible. Donc, on a 4% de différence en termes d'enjeu qui serait le premier enjeu qui motive le vote. Mais là où c'est intéressant et pourquoi je vais vous amener sur la scène un peu plus locale, c'est que lorsqu'on regarde donc ce chiffre-là à l'échelle nationale, c'est intéressant, mais on se dit, en fait, c'est encore l'économie qui a prédominé. Oui, mais en fait, lorsqu'on regarde au niveau local, on voit qu'il y a des États, et des États dans lesquels le droit à l'avortement était soit directement sur le bulletin de vote ou indirectement sur le bulletin de vote. La question du droit à l'avortement a été encore plus saillante pour les électeurs. Et donc, deux exemples principaux, le Michigan et la Pennsylvanie.
où dans ces États-là, on ne parlait pas de deuxième enjeu au niveau du droit à l'avortement, mais plutôt du premier enjeu qui a mobilisé les électeurs à aller voter. Et là où c'est important, en fait, pour les démocrates, et je m'excuse pour la petite ligne rouge, c'était pour vous indiquer le pourcentage d'avortement et non pas pour barrer l'inflation, mais donc au Michigan, donc vous avez 45% des électeurs, près de la moitié des électeurs qui ont dit l'enjeu pour lequel je sors voter aujourd'hui, c'est la question du droit à l'avortement, et de ceux-là, 77% ont voté pour les démocrates. En Pennsylvanie, 37% des gens ont dit l'avortement est l'enjeu principal pour lequel je vais voter, et si on prend les données donc précisément pour la course au poste de gouverneur, on voit que de ceux-là, 80% ont voté pour le démocrate qui a remporté donc la course pour le poste de gouverneur. Donc, c'est quand même pas, comme je mentionnais, c'est des sondages qu'on doit quand même prendre avec certaines pincettes. Si vous voyez le nombre de répondants, c'est pas la totalité de la population de la Pennsylvanie, mais ça reste intéressant de voir à quel point c'était un enjeu qui était saillant. Et dans ces deux cas-là, les gouverneurs sont restés démocrates, et on parle de deux États où, dans le cas de la Pennsylvanie, depuis plusieurs années, le gouverneur qui était en poste, qui était également démocrate, était littéralement un pare-feu contre des initiatives républicaines à constamment tenter de restreindre le droit à l'avortement dans l'État de la Pennsylvanie. Et si vous imaginez la géographie des États-Unis, la Pennsylvanie a notamment une frontière avec l'Ohio, est un État qui est à la fois collé sur la côte Est où l'accès est protégé, mais aussi sur le Midwest où l'accès est fortement érodé depuis le renversement de Roe v. Wade. Et donc, l'élection en Pennsylvanie d'un autre gouverneur démocrate qui pourra continuer à être ce pare-feu-là contre des initiatives est vraiment importante, et c'est quelque chose qu'on a souligné aux électeurs et qui donne des résultats comme celui-ci où l'accès à l'avortement est un enjeu qui était vraiment saillant sur la scène de cet État-là, et qui n'est peut-être pas aussi saillant sur la scène nationale, mais que lorsqu'on regarde des courses plus serrées, on voit que ce sont des enjeux qui ont eu une incidence. Et dans d'autres États également, on voit que l'accès à l'avortement a eu aussi une incidence sur des courses au poste de gouverneur, donc dans des États qui étaient plus serrés, qui pouvaient pencher d'un côté ou de l'autre. Et on voit la question donc à la fois en haut, donc en Arizona. La course n'est pas terminée en Arizona, c'est une de celles qu'on attend toujours au poste de gouverneur, pas au niveau du Sénat, mais donc en date de ce matin, la démocrate avait toujours une mince avance sur Kari Lake, et on voit qu'encore une fois, donc l'accès à l'avortement est a 4 points de retard sur la question économique. Au niveau du Nevada ici, l'avortement était moins important et l'État a voté républicain pour le poste de gouverneur, alors qu'au Wisconsin, le démocrate a été élu, et encore une fois, on voit le très faible écart entre l'inflation et le droit à l'avortement. Donc, dans des courses qui étaient serrées, dans des États où on s'attendait à ce que ce soit une chaude lutte entre démocrates et républicains, on voit que cette marge-là qu'on voyait au national, soit était inversée, c'est-à-dire que l'accès à l'avortement était le premier enjeu, ou on avait cette même marge-là d'une distinction qui était très peu importante, très faible en fait entre les deux, à l'exception du Nevada où l'enjeu était beaucoup moins mis à l'avant-scène d'un côté comme de l'autre. Le républicain également, contrairement aux républicains dans les autres États, a constamment refusé de se positionner sur la question, donc évacuait complètement la question lorsqu'on lui demandait, stratégie qui donne une indication sur comment est-ce qu'il se positionne, mais ne permet pas aux démocrates de remettre constamment la question à l'avant-scène en utilisant notamment des clips d'annonces ou des éléments que le candidat aurait pu dire dans des débats, dans des publicités, dans des rallyes et autres, parce qu'il ne se prononçait pas aussi explicitement sur le droit à l'avortement que dans les autres courses. Donc, de façon générale, on voit que le droit à l'avortement a été un des enjeux qui était vraiment saillant lors des élections de mi-mandat, qui a eu une influence sur la façon dont les électeurs se sont prononcés, qui a eu aussi une influence, et lorsqu'on parlait tantôt de mobilisation, c'est intéressant lorsqu'on regarde aussi les données par rapport à l'accès à l'avortement, parce que plusieurs États où vous aviez ces courses-là et où l'accès à l'avortement était mentionné comme un enjeu saillant,
Si on regarde donc les élections au niveau du Sénat, au niveau du gouverneur, de la Chambre des représentants et à des postes électifs plus locaux, on voit également qu'il y a eu plus de cas de ce qu'on appelle le split ticket. Donc, on va voter républicain pour un poste, démocrate pour l'autre, et que selon donc l'importance de l'accès à l'avortement et l'impact que chacun des postes électifs peut avoir sur la protection du droit à l'avortement, ça peut avoir eu une incidence aussi sur le fait de voter donc dans un split ticket. Je m'excuse, le terme en français m'échappe, c'est un terme qu'on utilise vraiment souvent en anglais, mais donc cette décision de voter républicain à un niveau, démocrate à l'autre, a été aussi quelque chose qu'on a remarqué lorsqu'on regarde les statistiques des États où les courses étaient plus serrées et où l'accès à l'avortement a vraiment eu une incidence sur la mobilisation électorale. Et c'est là où je rejoins aussi Antoine plutôt, où on a encore cette possibilité-là d'aller convaincre les gens et si on va convaincre 3 ou 4% de l'électorat, ça peut faire changer les résultats pas nécessairement à tous les niveaux des courses, mais à un ou plusieurs niveaux. Également, le droit à l'avortement, lorsqu'on regarde les élections de mi-mandat et qu'on fait un post-mortem de ce qui s'est passé la semaine dernière, en fait, on voit que ça a été un élément mobilisateur, mais ça a également été un enjeu qui était directement sur le bulletin de vote. Et à ce niveau-là, également, j'aimerais vous amener du côté des référendums qui ont eu lieu dans certains États. Donc, la semaine dernière, si vous suiviez avec autant d'intérêt que moi la protection du droit à l'avortement aux États-Unis, il y avait 5 États qui avaient des petits drapeaux dans la façon dont vous suiviez les élections. Et je veux dire ici le Vermont, la Californie, le Michigan, le Kentucky et le Montana, qui sont 4 États où on avait des référendums pour la protection ou la restriction du droit à l'avortement. Et donc, dans ces 5 États-là, donc il y avait différentes propositions qui visaient donc des objectifs politiques différents. Donc, au niveau de la Californie et du Vermont, donc proposition 1 et proposition 5, c'était des amendements constitutionnels. Donc, en fait, dans les 2 États, on visait à enchâsser dans la Constitution de l'État le droit à l'avortement, donc la protection d'un droit à l'avortement. Sans surprise, donc les 2 propositions ont passé. Au Vermont, on est à 77% de vote oui, avec un peu plus de 95% des votes dépouillés. Donc, les chiffres sont en date de ce matin. Et la Californie, on est à 66% en faveur de la reconnaissance d'un droit à l'avortement enchâssé dans la Constitution des États. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que si on a contestation de lois qui visent à non seulement protéger le droit à l'avortement, mais également à élargir l'accès et avoir une activité de l'État qui vise à faciliter l'accès à l'avortement, on peut pas contester cette politique-là sur la base que ça contreviendrait à la Constitution, puisque maintenant, la Constitution de ces 2 États protège le droit à l'avortement. Notamment en Californie, c'est intéressant parce que en janvier 2023, il y a une loi qui viendra être appliquée qui mandate en fait toutes les universités publiques de l'État à avoir dans le centre de santé de l'université la possibilité pour les étudiantes d'obtenir un avortement par médication, donc qui est accessible jusqu'à la 10e semaine selon le protocole de la FDA. Donc c'est quand même une avancée qui est importante pour s'assurer aussi de la protection de ce droit-là. Au Michigan, c'était une proposition qui était similaire à celle en Californie et au Vermont, mais avait cette particularité qu'au Michigan, on avait la peur qu'une loi qui prédatait Roe v. Wade, donc ait un impact sur l'accès à l'avortement dans l'État. Et si vous vous rappelez, donc il y a quelques minutes, au Michigan, l'enjeu de l'accès à l'avortement était vraiment très important pour l'électorat et a mobilisé les électeurs à aller voter, non seulement en faveur de la proposition 3, mais également a fortement aidé la réélection de la gouverneure de l'État, Gretchen Whitmer, qui également a pu surfer, si on veut, sur cette vague d'appui au droit à l'avortement et sur le fait que non seulement sa propre campagne mettait le droit à l'avortement de l'avant, mais on avait aussi littéralement sur les bulletins de vote une question qui touchait directement au droit à l'avortement. Dans les 2 autres États, et c'est là que c'est plus intéressant, c'est-à-dire que les propositions est passées au Vermont, au Michigan et en Californie, ce n'est pas si étonnant que ça.
Au Kentucky et au Montana, c'est le non qui a gagné, mais en fait, si vous êtes en faveur de la protection du droit à l'avortement, vous vouliez que le non l'emporte. Parce que ce sont des propositions qui étaient rédigées d'une façon, au niveau du Kentucky, à dire la Constitution du Kentucky ne reconnaît aucun droit à l'avortement. Donc, ce qu'on voulait mettre dans la Constitution, c'est que la Constitution ne pouvait pas être interprétée pour reconnaître le droit à l'avortement. Et donc, on a 52% des électeurs qui ont rejeté cette proposition-là. Et du côté du Montana, c'était une proposition qui était un peu plus technique, c'est-à-dire qu'on voulait encadrer une pratique médicale qui aurait eu un impact sur l'accès à l'avortement. Donc, ce n'était pas directement une question de droit ou non à l'avortement, mais plus une question de restriction et de restreindre davantage la pratique du droit à l'avortement. Et encore une fois, donc 52,6% des électeurs ont rejeté cette proposition-là. Donc, essentiellement, ce qu'on retire de cette saison électorale-là, et si je prends ces 5 référendums-là et que j'y ajoute celui du Kansas qui a eu lieu au mois d'août, c'est que chaque fois que les électeurs aux États-Unis ont été sondés par rapport à si on voulait protéger le droit à l'avortement, systématiquement, qu'on soit dans un État rouge ou dans un État bleu, les électeurs ont voté contre la restriction du droit à l'avortement et en faveur d'une protection du droit à l'avortement. Et ça, c'est quand même particulier parce que et intéressant parce que lorsqu'on a eu le renversement de Roe v. Wade au mois de juin, immédiatement, comme je vous le disais, les États conservateurs ont soit réactivé des lois qui prédatent Roe v. Wade ou adopté de nouvelles lois pour restreindre le droit à l'avortement ou le rendre illégal sur leur territoire. Et on voit qu'il y a réellement cette déconnexion qu'on savait qu'elle existait avant. Là, lorsqu'on travaille sur le droit à l'avortement, on voit bien les déconnexions qui existent en ce sens-là, mais on a de plus en plus de preuves concrètes qu'à chaque fois qu'on sonde les électeurs sur cette question-là, il y a cette déconnexion-là qui existe et que les législateurs vont être beaucoup plus dans les extrêmes que la population aux États-Unis qui préfère une protection d'un droit à l'avortement. Et ça confirme aussi des données sondages qui ont été réalisées depuis le Roe v. Wade de 1973 à 2022 et que systématiquement, on avait à peu près 60% de la population aux États-Unis qui sont en faveur d'un accès à l'avortement dans la majorité ou la totalité des circonstances. Indirectement, on avait aussi l'avortement qui était pas une question référendaire sur les bulletins de vote, mais qui peut avoir un impact sur le droit à l'avortement. Et je voulais souligner donc au niveau des élections de gouverneurs, donc on a en Pennsylvanie la victoire du démocrate Josh Shapiro, la réélection de Gretchen Whitmer, en Arizona, la possible élection de Kathy Hobbs, et au Kansas, la réélection de Laura Kelly, qui auront un impact positif sur le droit à l'avortement et sur la protection du droit à l'avortement, comme je mentionnais plus tôt en Pennsylvanie, donc en agissant comme ce pare-feu-là à des initiatives de la législature. Dans le cas de la Pennsylvanie, c'est encore incertain si on va réussir à faire pencher du côté démocrate, mais donc à être un pare-feu quand même contre des initiatives qui pourraient viser à restreindre le droit à l'avortement. Alors qu'à l'inverse, au Nevada, on a eu donc cette victoire du républicain qui pourrait avoir un impact sur un État qu'on considérait comme étant un État sûr en termes de protection du droit à l'avortement. Donc, le Nevada devient un État qu'on va surveiller davantage dans les prochaines années. Et je m'avancerai pas sur ce dont on va discuter, mais le Nevada est à garder en tête pour la suite. Juste pour conclure, avant de vous laisser, parce que l'accès à l'avortement n'était pas le seul enjeu qu'on regardait d'un point de vue de droit à la santé, et pour élargir, donc oui, lorsqu'on parlait aux électeurs, la question du droit à la santé n'était pas nécessairement le parapluie qu'on mentionnait comme étant le mobilisateur, mais il y avait dans d'autres États d'autres référendums sur la question du droit à la santé et que je trouvais que c'était important de souligner également. D'abord, le Dakota du Sud, qui était un des États qui n'a toujours pas, en fait, élargi l'admissibilité à Medicaid, a voté en faveur de l'élargissement de Medicaid, donc devient un autre État où il y a davantage de résidents et de résidentes qui pourront obtenir une couverture d'assurance maladie sous le programme fédéral. Et ce qui est vraiment intéressant et qu'on suit encore avec presque autant d'attention que la course en Arizona, c'est la mesure 111 en Oregon, et ça c'est plus moi qui suis ça avec autant d'attention, mais c'est le premier État aux États-Unis qui pourrait enchasser dans sa constitution un droit à la santé.
Et ce qui pourrait découler de ça pourrait être vraiment très important dans les années à venir en matière de reconnaissance des inégalités en santé, en matière de reconnaissance du rôle de l'État pour assurer un accès aux soins de santé. Ça pourrait ouvrir là, beaucoup d'autres questions. Et la semaine dernière, donc rapidement, en fait, c'est une course que certains avaient considérée comme étant terminée, avaient dit le non a remporté, le référendum a été refusé par la population de l'État. Et plus on ouvre des bulletins de vote, en fait, plus ça change et on a enlevé le fait que c'était le non qui avait remporté et actuellement c'est le oui qui est en avance. Donc c'est vraiment une course en fait un dépouillement, plus qu'une course, qu'on suit avec attention par rapport au droit à la santé. Mais donc, pour résumer, la semaine dernière, les élections de mi-mandat aussi étaient très, très intéressantes au niveau local. Et c'est là qu'on voit aussi que dans les prochaines années, on n'est pas rentré dans les législatures d'État, mais avec cette... Et là, je m'avance un petit peu dans ce dont on va discuter, mais avec ce qui risque de se passer à Washington par rapport au fait d'avoir un congrès qui est divisé avec des présidences démocrates, mais il y a le potentiel aussi que certains États veuillent agir davantage sur certains dossiers. On l'a vu par le passé avec d'autres situations similaires où on veut faire avancer des causes dans les limites des possibilités au niveau des États. Et donc, le résultat des mi-mandats au niveau des États, au niveau des courses aux gouverneurs et au niveau des législatures d'État est d'autant plus intéressant et nous permet de voir aussi l'avenir par rapport aux politiques de santé, plus spécifiquement aux États-Unis, mais plusieurs autres politiques sociales également. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce qu'il y a des questions? Cette première partie. Oui. Je suis curieuse de savoir, le 66% Californie concernant le droit à l'avortement, on l'explique comment? Parce que j'aurais pensé que le pourcentage aurait été plus important. Oui, la Californie, en fait, est un État qui est qu'on voit toujours bleu parce qu'en fait, le long des côtes, ce sont des villes qui sont démocrates et donc l'État va constamment démocrate. Mais il y a quand même, en Californie, tout le centre de l'État et le côté est qui vote républicain, où on n'est pas nécessairement favorable au droit à l'avortement. On a également une forte population latino-américaine où le droit à l'avortement n'est pas vu de la même façon. C'est pas de dire que la population latino-américaine est contre le droit à l'avortement, mais c'est quand même un sujet qui est plus tabou, où on voit qu'il y a beaucoup plus d'ouverture à avoir un droit à l'avortement restreint qu'à avoir un droit à l'avortement dans toutes les circonstances. Donc, c'est deux éléments qui peuvent expliquer, mais c'est essentiellement lorsqu'on regarde la carte des comtés en Californie, on voit vraiment la côte, elle est bleue, mais tout ce qui est à l'intérieur des côtes est beaucoup plus rouge. Il y a beaucoup de la région de Bakersfield, par exemple, qui est un espace qui est très agricole. Il y a beaucoup de républicains aussi dans cette région-là. La frontière avec l'Arizona, la frontière avec le Nevada aussi, ce sont des espaces qui sont plus ruraux, mais qui sont aussi plus républicains. Et qu'on le voit là, lorsqu'on se déplace en Californie, là, cette division-là est quand même assez marquée. Et surtout, lorsque vous arrivez, par exemple, de Las Vegas pour aller à Los Angeles, il y a vraiment une chaîne de montagnes avant d'arriver à LA. Il y a comme avant la chaîne de montagne et après la chaîne de montagne, et c'est pratiquement cette même division-là en termes politiques. Moi, la Californie, c'est un État que j'ai étudié dans le cadre de ma thèse, puis si vous regardez aussi la géolocalisation des cliniques d'avortement, il y en a très peu dans ces espaces-là aussi. La majorité sont dans les villes sur la côte, donc il y a vraiment comme deux Californies sur cette question-là. Je peux me permettre, au sujet là, justement du trajet, je ne sais pas si vous avez eu Frédéric Arnoux qui écrit, qui fait des reportages pour la Radio-Canada. Il a fait un road trip, un voyage en voiture de Vegas jusqu'à, je pense que c'est Los Angeles. Puis il y a plein de photos, puis il parle justement de quand une fois que tu passes dans Bakersfield, et puis Baker, California, avec le plus beau thermomètre du monde. En tout cas, alors c'est vraiment intéressant, tu vois, les villes fantômes, tout ça. Il y a une autre chose aussi en Californie. Vous savez, la Californie, c'est un des États où il y a le plus de référendums à démocratie directe.
Cette année, actuellement, il n'y en a pas eu tant que ça. Je pense qu'il y en avait juste comme 5-6. Il n'est pas rare qu'il y en ait 10, 12, 15 sur le bulletin de vote. Et souvent, ce qu'on voit, parce qu'il y a tellement de choix à faire, qu'il y a beaucoup de gens qui, de manière réflexive, votent non. Parce qu'ils n'ont pas assez d'informations, ils ne sont pas exactement sûrs. Donc, il y a toujours, le non a toujours un petit bonus, juste du fait que les gens, les conservateurs, pas idéologiques, mais juste de nature, disent « Oh, je ne suis pas sûr si je veux changer quoi que ce soit, je vais voter non parce qu'on m'explique mal quels seraient l'impact de cette réforme, Donc, on voit souvent dans les sondages, quand ils disent quand tu arrives au sondage à un référendum, si c'est 50-50, le non, on le remporte avec 55, parce que les indécis, à la fin, ils votent toujours non. Alors, il y a souvent ça aussi qui joue un petit peu, qui ajoute au non. C'est aussi un référendum qui, contrairement aux autres, a été très, très rapide, c'est-à-dire que c'est directement en réaction avec la fuite de la décision Dobbs. Donc, la question référendaire a été adoptée par la législation en Californie au mois de mai, mis sur les bulletins de vote. Donc, on a eu à peu près 3 mois de campagne. Dans les autres référendums dont j'ai parlé, il y a des questions référendaires qui datent de 2019. Donc, ça fait longtemps qu'on en entend parler, ça fait longtemps qu'il y a une mobilisation, qu'il y a de l'argent aussi qui rentre dans ces États-là. Donc, ça peut aussi, ça peut jouer dans la mobilisation aussi des gens, puis la connaissance du propos. Merci. Merci des présentations, c'était vraiment intéressant. Une question pour Antoine. Donc, je peux peut-être mal expliquer ça, mais je vais essayer. Donc, très récemment, peut-être juste avant ou après les midterms, j'ai lu un article dans The Atlantic, puis là, la personne, puis j'oublie le nom, la personne qui l'a écrit, mais la personne tentait d'expliquer ces élections depuis un bout qui sont très proches, entre républicains et démocrates, et où l'échange entre le pouvoir, ça revient à une petite portion de l'électorat. Et ce que la personne disait, que en général, qu'il y avait un moment entre les années 60 et 80 où il y avait une plus grande dominance des démocrates et un plus grand écart dans les résultats des élections et que les démocrates gagnaient d'année en année. Puis ils expliquaient ça de façon où, genre, fin des années 60, il y avait tout l'enjeu des droits civils. Et donc, il y avait un enjeu entre les deux partis qui amenait beaucoup de monde. Et, je sais pas, mais qu'arrivé les années 80, où c'est l'économie qui est censée de dominer la vision, je sais pas, pour qui je vais voter, que ça... Au final, c'est un enjeu qui est peut-être pas attribuable à un parti ou l'autre. Et que, à cause de la dominance, mettons, ou l'idée de la dominance de cet enjeu, c'est pour ça qu'on arrive avec ces élections qui sont très proches. Et puis, il y a un manque d'un enjeu, genre, plus large, pas trop quoi. Genre, niveau social, je sais pas trop quoi. Et donc, je sais pas, en question, qu'est-ce que vous pensez de cette argument? Non, c'est une très bonne question. Puis en fait, ça pourrait être, l'avortement pourrait être cet enjeu-là, parce que regardez tous les États où, en fait, les électeurs qui disaient que l'avortement était l'enjeu le plus important, c'est massivement. L'Arizona, ça m'a surpris, là, 90%, 8%, c'est massif. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce qu'il y a la théorie en sciences politiques qui s'appelle le issue ownership, la propriété d'un enjeu. Cette idée qu'il y a des enjeux qui sont perçus comme étant la propriété d'un des partis. Les droits civils, pendant longtemps, ça a été la propriété du Parti démocrate. Pendant longtemps, par exemple, la lutte contre la criminalité, ça a été un enjeu qui était approprié par les républicains. Et souvent, ce qu'on voit, par exemple, avec la criminalité, c'est que les démocrates, sous Clinton, ont réussi à faire de la criminalité moins un enjeu républicain, mais aussi un enjeu démocrate, mettant l'accent au lieu sur l'aspect plus punitif, l'aspect de la réhabilitation, l'aspect des inégalités, etc. Donc c'est possible que ce soit le fait qu'il n'y ait pas un seul enjeu. Peut-être que l'avortement, ça pourrait être, surtout à cause justement de le renversement de Roe v. Wade, de Casey, puis Planned Parenthood, ça fait en sorte que là, c'est un enjeu qui n'est pas juste théorique, l'idée qu'on pourrait perdre un jour. Non, ça arrive, c'est en ce moment. Et donc, il y a un certain élément d'urgence qu'on constate. Et juste en passant,
Quand Lyndon Johnson a entériné sous sa présidence le Voting Rights Act, le Civil Rights Act, il l'a dit assez proche. Au début, OK, ça allait, mais il dit « I've lost the South for a generation, forever ». Le Sud, il est perdu. Pourquoi? Parce que les sudistes, les conservateurs sudistes, jusqu'à temps, étaient prêts, historiquement, ont appuyé le Parti démocrate pendant des années. Et c'est ce qui faisait que les démocrates pouvaient avoir des majorités massives parce que le Sud était acquis d'avance. Et tout ce que ça leur prenait, c'est à peu près la moitié des sièges ailleurs, et puis il y avait des grosses majorités. Mais en perdant le Sud, et là on voit maintenant, le Sud c'est l'inverse, c'est une région très républicaine. Ça fait en sorte que les démocrates, leur terrain de jeu, il est beaucoup plus limité. La côte ouest, la côte est, parfois le Midwest, puis c'est là, parce qu'aller gagner des sièges, je n'ai pas la carte ici, mais aller gagner des sièges en Alabama, maintenant la Floride, on dirait que c'est rendu complètement rouge. Donc, il y a ça aussi, c'est le fait que justement les droits civils, ça a été autre chose évidemment, mais au niveau politique, ça a fait en sorte que les démocrates, ils ont essentiellement perdu le vote des sudistes blancs. Et ça, c'était un des piliers de la coalition du New Deal, des sudistes blancs. On les oublie, mais c'était massivement démocrate. C'est eux qui ont fait élire Roosevelt, c'est eux qui ont fait élire Truman, c'est eux qui ont fait élire tous les démocrates au Congrès pendant toutes ces années. Merci. En fait, vous avez parlé brièvement de la Floride, mais en fait, la Floride, jusqu'à récemment, je pense, on pense par exemple à Obama, ça a été un État quand même assez pivot. Là, de plus en plus, c'est un État qui devient de plus en plus républicain. Puis, notamment, on regarde avec la victoire de Ron DeSantis, qui de plus en plus devient la tête forte du parti républicain. Qu'est-ce qui explique ce changement vraiment beaucoup plus prononcé de la Floride pour le Parti républicain et à travers ça, un peu la montée de Ron DeSantis comme un des grands leaders du Parti républicain aujourd'hui? Ben, je vais ouvrir peut-être juste une couple de pistes comme ça. Vous avez tout à fait raison. Pendant longtemps, la Floride s'était perçue comme un État pivot. C'est pas juste Clinton l'a remporté une fois, il l'a pas remporté 2 fois, mais il l'a remporté une fois. Obama l'a remporté 2 fois, ensuite Trump. Mais là, de plus en plus, un peu comme l'Ohio aussi, hein, c'est un peu, pour des raisons différentes, un État qui, jadis, était pas mal beau, mais là, aujourd'hui, ça devient de plus en plus rouge. Là. Il reste le sénateur Sherrod Brown, qui est encore, qui va être représentant en 2024, va avoir des difficultés à se faire élire. Je pense que, évidemment, le cliché, c'est bon, vous avez les latinos cubains à Miami, pas juste à Miami d'ailleurs, ils sont ailleurs aussi. Ça a toujours été, disons, une population plus conservatrice, plus républicaine. Il semblerait que dans les 2-3 dernières élections, là, ils votent massivement, il y a les Vénézuéliens aussi. Mais vous savez aussi le fait que la Floride, c'est le 2e État en termes de pourcentage de gens qui ont 65 ans et plus. C'est le Maine qui est numéro 1 de gens qui vivent. C'est pas que les gens vivent au Maine, c'est que les jeunes quittent. Alors, ça, c'est clair. Les Mainers sont plus. Mais en Floride, c'est le contraire. Ils vont au Maine. Tout le monde va en Floride. Alors, ça fait évidemment augmenter le pourcentage. Et on le voit, je ne sais pas, les sondages à la sortie des urnes, la polarisation selon l'âge. C'était pas comme ça même sous Obama, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça dans les années 60, 70, 80. Les démocrates performaient très bien avec les personnes plus âgés. Écoutez, le Social Security, le Medicare, c'est des enjeux qui sont très importants pour les aînés. Mais aujourd'hui, regardez, là, c'est des jeunes massivement démocrates, les Gen X, les Boomers, entre les deux, puis les 65 et plus, c'est massivement républicain. Et en Floride, c'est une population qui prend beaucoup de... les aînés. Souvent, ça, mes étudiants, pour un politicien, il n'y a rien de plus épeurant qu'une bande de retraités qui sont fâchés contre vous, parce que ça vote massivement. Il y a des taux de participation à 80%. Les jeunes, ils ont voté beaucoup. Hein, les Gen Z ont voté le taux de participation, c'était juste de 27% quand même. Mais chez les personnes... Et en Floride, ils veulent évidemment des impôts moins élevés, la criminalité, c'est important, ils trouvent que, bon, Ron DeSantis, peut-être que son message est plus... ils sont plus réceptifs à son message. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ben moi, j'ajouterais, donc sur l'accès... ma thèse porte spécifiquement sur la communauté latino-américaine, donc je
je peux qu'appuyer donc cet aspect-là. On voit aussi un changement entre les stratégies et entre les messages qui sont mis de l'avant avant la candidature de Donald Trump et après la candidature de Donald Trump sur ça, et que ça a eu une résonance avec les électeurs latino-américains à 2 niveaux. Le premier, c'est le martèlement de l'association entre démocrates et socialisme dans un contexte où on a des personnes qui, sans avoir nécessairement connu eux-mêmes, lorsqu'on parle de Cubains de 3e, 4e génération, on n'a pas connu le régime à Cuba, mais lorsqu'on parle de ressortissants vénézuéliens et même de Cubains américains, le terme est connoté, le terme est fort et le terme a une association qui est vraiment très directe. Et lorsqu'on martèle, et ça revient à tantôt, lorsqu'on veut marteler une idée, s'il y a constamment l'association entre socialisme et démocrate, bien, ça joue dans la façon dont on va aborder chaque politique qui vont être mises de l'avant. L'autre élément aussi par rapport à la communauté latino-américaine, en Floride, le Parti républicain a de plus en plus de candidats latino-américains aussi, puis il y a plusieurs études sur le comportement électoral qui regardent l'affiliation partisane versus l'affiliation ethnoculturelle et qui croisent les deux, et que souvent, même si c'est pas un candidat de notre parti, on a tendance à appuyer un candidat qui nous ressemble physiquement, culturellement, nonobstant l'affiliation idéologique de ce candidat-là. Et donc, ce qui fait qu'il peut y avoir eu aussi une augmentation de la part des latino-américains qui votent républicains en raison d'une augmentation de la part des candidats. Et le dernier élément, et pourquoi je dis qu'il y a un avant et un après Donald Trump, c'est qu'on voit aussi au sein de la population latino-américaine, particulièrement masculine, une résonance très forte du macho, du machisme qui est présenté par Donald Trump et qui est mis de l'avant par des républicains comme Donald Trump, Ron DeSantis, Marco Rubio. Si on regarde les marches de Marco Rubio cette année en Floride par rapport aux communautés latino-américaines, il a fait un bond, je pense que c'était plus 30 quelques % auprès de cette communauté-là cette année, alors qu'en 2020, c'était Biden plus 6, quelque chose comme ça, et là, on est rendu républicain plus 33 ou plus quelque chose. Donc, il y a vraiment une marge aussi entre les deux. Il y avait eu plusieurs études sur ça en Arizona, au Texas et en Floride lors des élections présidentielles de 2020. Et en Floride et en Arizona, c'est là que le discours macho résonnait le plus auprès des latino-américains, qu'on parle des Mexicains états-uniens en Arizona ou des Cubains américains et vénézuéliens en Floride. Donc, j'ajouterais ces 3 éléments-là pour faire du pouce sur l'électorat latino-américain et pourquoi ça fonctionne en Floride de cette façon-là. Ça va être intéressant de suivre aussi l'Arizona dans les prochaines années. Est-ce que la vague bleue en Arizona va continuer ou pas? Parce que c'est quand même un État où il y a une forte population retraitée aussi et une forte population latino-américaine. Donc, est-ce qu'on va avoir deux dynamiques différentes? Est-ce que le fait que les Mexicains états-uniens votent davantage démocrates, historiquement, va avoir une incidence pour freiner ça ou pas? Je pense que ça va être intéressant de suivre l'Arizona sur cet enjeu-là aussi par les prochaines années. Merci. Je vois une question. Est-ce que ce serait possible de la garder pour la toute fin? Parce que je vois le temps qui avance. On a une deuxième partie, mais gardez-la en tête. Je commencerai avec vous par la suite. Alors, on passerait à la deuxième partie, si vous voulez bien. C'est l'exercice de la boule de cristal. Donc, merci, de très bonnes questions et on va en parler encore plus dans quelques minutes. Mais pour l'instant, donc, le deuxième volet de la table ronde, les perspectives pour les 2 prochaines années. Moi, je vais m'attarder surtout au Congrès américain. C'est un peu mon terrain de jeu, mes recherches et tout. Donc je vais vous parler surtout des... pas seulement des enjeux, ça je pense qu'Andréane va nous en parler, plus de la politique au niveau institutionnel du Congrès, le leadership, qu'est-ce que ça prend. Premièrement, au Sénat, on le sait, les démocrates vont maintenir leur majorité, 50, peut-être 51 sièges. Un petit peu plus de marge de manœuvre, j'imagine, si Raphael Warnock réussit à se faire réélire, 51 sièges, ça veut dire qu'on peut se permettre à la limite d'envoyer Joe Manchin, l'envoyer peut-être, mais ça prend quand même Kyrsten Sinema, la sénatrice de l'Arizona, donc c'est pas sûr que c'est nécessairement un échange qui est si intéressant. Ceci dit, est-ce que c'est du pareil au même? Je ne crois pas. Et la raison pour laquelle on a souvent l'impression, que vous êtes en tout avec la polarisation, que les 2 partis sont monolithiques, puis on a les démocrates ici, puis les républicains. Mais à l'intérieur de chaque coalition, encore une fois, c'est pas très hétérogène, mais il y a quand même certaines différences. Et dans un contexte du 50-50, on s'entend,
1, 2 ou 3 voix discordantes, ça peut changer complètement la balance du pouvoir. Rappelez-vous là, que durant les 2 dernières années, lors du 117e congrès, le bilan législatif de Biden est quand même assez étoffé. Plusieurs lois, plusieurs mesures ont été adoptées avec des appuis importants parmi les républicains. Les infrastructures, hein, une des premières fois qu'on a voté des infrastructures depuis 40 ans, ça a été entériné avec 19 sénateurs républicains. 19, ça a l'air de rien, mais il y en a 50, c'est 40%. Donc 40% du caucus de la conférence républicaine s'est aligné avec les démocrates. Le contrôle des armes à feu à la suite de certaines tueries. Il y a 15 sénateurs républicains, 30% du contingent républicain au Sénat. Le CHIPS Act sur la question des semi-conducteurs, encore une fois, 15 républicains. Même dans des votes où les républicains, ça n'a pas été entériné, prenez la destitution, il y a quand même eu 7 républicains sur 50. Ça a l'air de rien, mais c'est pas rien du tout. 7 républicains qui ont voté en faveur de la destitution de Trump. Il y a 6 républicains qui ont voté en faveur de la commission indépendante du 6 janvier, qui n'avait pas été mise sur pied parce qu'elle a été bloquée. Pourquoi je dis ça? Parce que, quoique les républicains auront 49, peut-être 50, mais bref, c'est le statu quo, il y a quand même des élus qui quittent, il y a des nouveaux élus. J.D. Vance en Ohio, candidat trumpiste, populiste, on ne sait pas exactement ce qu'il était avant, écoutez, il écrivait justement pour The Atlantic, alors c'est pas exactement clair où il se situe, mais lui il remplace Rob Portman, un gars très establishment, faisait partie de l'administration Bush dans le temps, donc c'est un républicain, tandis que là, Vance, c'est vraiment un populiste. En Caroline du Nord, Richard Burr prend sa retraite. Ted Budd, un autre candidat endossé par Trump. Est-ce qu'il va être en mesure d'accepter de tendre la main aux républicains? Même chose au Missouri. Roy Blunt, qui est un vieux de la vieille, il était dans la Chambre, c'était l'ancien whip de la majorité. Là, il a pris sa retraite. Eric Schmidt, Attorney General, le procureur général du Missouri, très conservateur. Évidemment, si Herschel Walker, je ne pense pas qu'il va l'emporter, mais si jamais il l'emporte, c'est essentiellement, parce que Fetterman a gagné en Pennsylvanie, c'est essentiellement un échange. On perd Pat Toomey, qui était le conservateur de la Pennsylvanie, puis on le remplacerait peut-être vers la Georgie par Herschel Walker. Et il y en a un autre du Nebraska, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'il n'était pas en élection, et il prend sa retraite, c'est Ben Sasse. Ben Sasse, c'est un conservateur, mais c'est un conservateur sérieux, quelqu'un qui, c'est pas il lance pas des bombes, tu sais, puis alors là, lui, il a décidé de quitter le Congrès, et il va se faire remplacer, on ne sait pas exactement par qui encore. Alors, il va y avoir quand même des nouveaux républicains qui n'ont pas la même expérience au Congrès, à travailler avec les Biden, travailler avec les démocrates, et ça va être un caucus, donc, qui va être quand même plus chaotique. Et donc, il n'est pas clair que ça va être exactement le statu quo au niveau du Sénat chez les républicains. À la Chambre, ça va être le chaos. En fait, le chaos est déjà... Le feu est déjà pris dans la cabane, comme on dit. Marjorie Taylor Greene est déjà en train de parler de guerre civile. Tu sais, quand tu as un de tes élus qui parle de guerre civile, mais pas de manière... Elle ne déplore pas la guerre civile. Elle dit « Bring it on! Moi, la guerre civile, je la veux. » On s'entend. Elle le dit, là, je l'ai vu aujourd'hui dans son podcast. Écoutez, la majorité républicaine va être très courte. Hein, on s'entend 220. Juste pour rappel. En rappel, ça prend 218 sièges. Donc, une majorité de 220, on s'entend, là, on ne peut plus court comme majorité. La job de leader McCarthy, ça va être excessivement difficile. Il va falloir placarder des factions, la faction Freedom Caucus, essentiellement là, MAGA, une faction plus establishment. Il y a des modérés aussi, hein, il y a beaucoup de républicains qui se sont fait élire à New York cette année. En banlieue de New York, à Long Island, ça. C'est pas des républicains ultra-conservateurs, c'est pas des populistes, c'est des gens de banlieue qui veulent un gouvernement qui fonctionne. Alors, ça va être une majorité qui va être très difficile à gérer. Est-ce qu'ils vont tenter par exemple, de rendre la monnaie de la pièce aux démocrates? Les démocrates, vous allez peut-être vous en souvenir, Marjorie Taylor Greene, on l'entend beaucoup à la radio. Pourquoi? Parce qu'elle ne siège sur aucune commission parlementaire. Elle s'est fait bannir des commissions. On lui a enlevé ses sièges. Quand je dis « on », c'est la majorité démocrate. Et ça, là, historiquement, déloger un élu de sa commission parlementaire, ça se fait quand la personne est accusée d'un crime, quand il y a un bris d'éthique ou il y a une enquête quelconque. Elle s'est fait déloger simplement le genre de propos
incendiaire qu'elle a tenue. Est-ce qu'on va tenter de... Parce qu'elle a beaucoup de pouvoir là, en ce moment. Elle et sa faction vont demander à Kevin McCarthy, qu'est-ce que tu vas faire pour se venger contre ce qu'ils m'ont fait. Les procédures de destitution, est-ce qu'il va en avoir? Possiblement, peut-être. Les enquêtes, il va y en avoir, les audiences publiques. Sur quelles enquêtes? La famille Biden, Hunter Biden, Dr. Fauci, la COVID, le retrait de l'Afghanistan, l'immigration, le fentanyl. Ça va être des audiences. Ça va être, on a vu beaucoup d'audiences publiques cet été, le 6 janvier. Vous vous souvenez des audiences sur Benghazi? Ça va être ça, mais ça va être comme sur les stéroïdes. Alors, et ça, en vue de l'élection de 2024, hein, on s'entend. Là. Alors ça va être à surveiller. Comment est-ce qu'il va réussir à gérer sa conférence? Il y aura les mains pleines, McCarthy. Le paradoxe ici, c'est, d'un côté, c'est pas très encourageant pour Biden, parce que là, il va falloir qu'il... disons qu'une majorité républicaine risque de mettre un frein à ses élans législatifs. Ceci dit, il y a un paradoxe parce que la bisbille interne, historiquement, c'est pas bon pour l'image d'un parti. Ce qu'on appelle en anglais, je m'excuse, j'emploie parce que dans la littérature, c'est cette approche théorique d'un parti politique comme étant une marque, a brand. Et la bisbille interne, ça endommage la marque. Hein. Le rôle du leader, dans cette approche-là, c'est de promouvoir la marque, s'assurer qu'elle n'est pas diluée, s'assurer qu'elle maintient une bonne réputation auprès des donateurs, auprès des électeurs, auprès des médias, etc. Ça, Kevin McCarthy va avoir beaucoup de difficultés. T'sais, stay on brand, hein, c'est une expression. Arrête de dire n'importe quoi, là, on a un message. J'ai bien hâte Nancy Pelosi, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, elle a réussi à maintenir une certaine cohésion dans un caucus assez divisé, dans une majorité très courte. Elle a Alexandria Ocasio-Cortez, elle avait Stephanie Murphy en Floride, elle avait plein d'élus. Elle a réussi, tu sais, quand Ocasio-Cortez disait des choses, elle laissait dire, mais tu sais, là, moi, j'ai bien hâte de voir Kevin McCarthy tenter de dire à Marjorie Taylor Greene, arrête de parler. Alors, ça va être difficile pour Kevin McCarthy. Et le contraste avec les démocrates va être un peu plus clair. Les démocrates, ça va être, on est sérieux, on offre des solutions, on aimerait rehausser, par exemple, le salaire minimum, peut-être les congés parentaux, peut-être faire baisser le prix des médicaments, etc. Puis là, de l'autre côté, on a une guerre civile. Puis les gens ne veulent pas, ils s'en vont de... Alors, je pense que c'est un peu paradoxal, mais dans un certain sens, c'est pas une mauvaise nouvelle, à la mesure où, évidemment, il faut faire attention parce que ça veut dire qu'il y a des véritables politiques publiques progressistes qui ne pourront pas être entérinées, donc ça a un effet. Mais au niveau politique, en vue de 2024, c'est pas nécessairement une mauvaise chose pour les démocrates. Le leadership de McCarthy, encore une fois, ça nous rappelle à quel point Pelosi était une leader très douée, stratégique. Vous savez, le leadership, il y a des gens qui pensent qu'un leader, c'est quelqu'un qui tord le bras, c'est quelqu'un qui agit un peu en dictateur, dit fais ci, fais ça, fais ci. Mais souvent, être un bon leader, c'est quelqu'un qui sait prendre du recul, qui sait écouter, qui sait concilier, parfois qui se fait rabrouer en public, mais c'est correct, on va négocier. Joe Manchin, c'était fatigant, Joe Manchin, c'était démocrate. Hein? Il dit non, puis ci, puis ça. Mais pendant ce temps-là, Chuck Schumer négociait. Cet été, on n'entendait pas parler. Au mois d'août, tout d'un coup, Inflation Reduction Act, gros projet de loi, tout le monde était pris, les républicains ont été pris au dépourvu, ils s'y attendaient pas du tout. Pourquoi? Parce que Joe Manchin et Chuck Schumer étaient capables de s'entendre, de se parler entre adultes. On ne fait pas de fuite, on ne va pas sur les podcasts de Steve Bannon, puis tout ça. Imaginez, est-ce que vous pensez que Kevin McCarthy va pouvoir dire quelque chose à Virginie? Dis-le à personne, là, mais là, on va faire ça. Ça va être, donc, c'est ça aussi, le leadership, c'est s'assurer de maintenir des bonnes relations avec le reste de vos élus. Encore une fois, 220, 222, peu importe, il n'y a aucune marge de manœuvre. Du côté du Sénat, Mitch McConnell, qu'est-ce qui va arriver? Parce que lui aussi, il compte. Écoutez, les républicains ont perdu le Sénat en 2020, puis là, ils ont perdu peut-être un siège de plus en 2022. Il y a beaucoup de Trump, McConnell, ils ne se sont pas parlé depuis le 6 janvier. Hein, donc, depuis le mois de janvier, ils ne se sont jamais parlé. Trump, il veut la tête de McConnell, ça c'est clair, il l'a dit. Il dit, je veux qu'il y ait quelqu'un d'autre qui... Alors, mais McConnell, c'est un fin stratège. Il comprend très bien que Trump et le Trumpisme, c'est toxique pour son parti,
Alors, c'est sûr que lui, il veut s'assurer de maintenir une certaine cohésion, le brand du Parti républicain. Lui, il n'a pas été en faveur des candidats trumpistes, alors évidemment, il s'est tiré les foudres de Trump. Dernière chose. Et donc, tout ça pour dire, il va y avoir aussi un peu de chaos au Sénat, mais c'est surtout à la Chambre, c'est à la Chambre que ça va avoir un gros impact, parce que si la minorité est chaotique, ben laissez-les faire, c'est pas grave, les démocrates sont la majorité. Mais là, quand tu as la majorité qui est chaotique, ou qui est prise dans une guerre civile, comme on dit, à la Chambre, ça a un impact réel sur la politique américaine. Finalement, une dernière chose, on parle beaucoup des perspectives pour les 2 prochaines années, on parle de 2023-2024. Mais le Congrès, il n'est pas fini, il est en session en ce moment, il est revenu. Ce qu'on appelle en anglais lame duck, le canard boiteux. C'est une expression, on s'en fait référence aux élus qui sont sur le point de partir, donc ils n'ont pas vraiment pouvoir, mais leur influence s'estompe. Mais ils sont et là, en ce moment, les démocrates ont encore la majorité à la Chambre et au Sénat. Alors, il y a plusieurs gros projets de loi, là, relèvement du plafond de la dette. La commission du 6 janvier va publier un rapport très bientôt, ça va probablement avoir l'effet d'une bombe, ça, dans la politique américaine, attendez-vous d'ici la fin du mois de décembre. Est-ce qu'ils vont demander, ils vont émettre des recommandations pour peut-être des inculpations, des mises en accusation? Ils n'ont pas le pouvoir de le faire, mais ils peuvent certainement le recommander. La réforme du Electoral Count Act, qui est la loi qui régit la certification du vote. Le 6 janvier, on a vu qu'il y avait une difficulté. On avait eu un petit peu de difficulté, je pense, le 6 janvier à certifier l'élection. On aimerait ça, peut-être rectifier la situation. Ça, c'est une loi. Les républicains, la Chambre et le Sénat ont chacun adopté leur propre version. Là, il faut trouver un terrain d'entente avant la fin de l'année pour l'envoyer à Joe Biden pour qu'il puisse le signer. Le relèvement du plafond de la dette, ça c'est un des plus gros enjeux, on va en parler tantôt. Des dépenses budgétaires, l'aide à l'Ukraine. Il y a une loi en ce moment qui a été votée, entérinée par la Chambre, qui était en négociation au Sénat. On l'a mis un peu sur la glace pendant la campagne. C'est le Respect for Marriage Act, qui est une loi qui garantit l'égalité et la reconnaissance des mariages entre personnes du même sexe et les mariages mixtes. Vous allez me dire, ben voyons, pourquoi on est en 2022? Parce que dans l'arrêt Dobbs, Clarence Thomas, le juge très conservateur, dans son opinion dissidente, il a dit noir sur blanc, selon lui, la théorie qu'on appelle en anglais le substantive due process, qu'il a rejeté, qui fait en sorte que Roe v. Wade doit être renversé, il dit c'est pour ces raisons-là que les lois sur les mariages, qu'il y a d'autres lois sur d'autres droits civiques, comme les mariages de gens entre personnes du même sexe, qui pourraient être invalidés. Alors là, immédiatement, les démocrates vont dire, OK, alors il faut tenter d'enchasser ça dans la loi fédérale. La Chambre a entériné ça. Là, il reste le Sénat à le faire. Il lui reste quelques semaines. Donc, ça va être une session lame duck très chargée, très remplie en perspective. Okay. Merci. Merci. Je n'avais pas de PowerPoint cette fois-ci, parce que il n'y avait pas de carte qui permettait d'illustrer. Donc, de mon côté, je vais faire un peu plus par rapport à la présidence et vers 2024 que les 2 prochaines années, puisque le Congrès n'est pas du tout dans mes champs de spécialisation aux États-Unis, mais je regarde plus ça au niveau local, puis la Cour suprême. Ce que je dirais par contre sur le Congrès qu'on sait déjà et qui peut avoir un impact dans les 2 prochaines années, c'est que les démocrates ont gardé donc le Sénat. Et le Sénat est important pour tout ce qui est les nominations judiciaires. Et par là, je ne veux pas uniquement dire la Cour suprême. Donc oui, si un autre juge à la Cour suprême prend sa retraite ou décède, Joe Biden donc serait amené à nommer un autre juge à la Cour suprême. Et dans un tel cas, ce sera le Sénat qui confirmera la nomination. Et encore une fois, donc le Sénat est démocrate, ce qui est une bonne nouvelle pour Joe Biden. Mais également, tous les autres postes aux cours fédérales sont également par nomination. Et lorsqu'on regarde la feuille de route de Donald Trump, qui a nommé à peu près, je sais, 1/3 des juges actuellement en poste au niveau fédéral, le fait que les démocrates conservent le contrôle du Sénat pour les 2 dernières années du premier mandat de Joe Biden est quand même significatif pour le processus judiciaire, pour le fait que si donc il y a des nominations à faire aussi en dessous de la Cour suprême, en fait ces nominations-là
iront dans le sens donc il y aura beaucoup plus de facilité en fait à confirmer les nominations de Joe Biden plutôt que d'avoir des situations comme on a eu avec Barack Obama et Merrick Garland il y a déjà quelques années versus ce qui s'est passé avec Amy Coney Barrett. Donc disons que les deux situations sont très contrastantes, mais c'est aussi une bonne nouvelle sur ça au niveau de la Cour suprême et des autres cours fédérales. Un autre élément aussi, et là je vais m'aventurer sur la question de la possible collaboration, parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde la polarisation et lorsqu'on regarde, comme Antoine l'a mentionné, la division qu'il y a au sein même du Parti républicain, les champs sur lesquels on pourrait avoir des collaborations sont plutôt minces, mais il y a deux éléments en santé sur lesquels j'aimerais attirer votre attention pour les 2 prochaines années où il pourrait y avoir de la collaboration bipartisane et une collaboration en fait qui pourrait aller au-delà donc de ces divisions internes, et c'est la question de la télémédecine et de l'importation des médicaments. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde du côté de l'agenda républicain par rapport à la santé, depuis que la question de renverser Obamacare est plus autant d'actualité, disons que c'est très mince. On a très peu de choses à se mettre sous la dent lorsqu'on s'intéresse aux politiques de santé, et leur seul éléments sur lesquels ils semblent mettre de l'énergie en matière de politique de la santé, c'est l'élargissement de la télémédecine et l'importation de médicaments pour diminuer les coûts liés à la médication aux États-Unis. Sur le premier enjeu, pourquoi il pourrait avoir de la collaboration? Parce que pour avoir un accès élargi à la télémédecine, nécessairement, vous avez besoin d'avoir une accessibilité aux outils informatiques qui vous permet d'avoir de la télémédecine. C'est-à-dire que la télémédecine, c'est le fait d'avoir des rendez-vous médicaux dans le confort de votre foyer avec votre ordinateur, votre téléphone intelligent ou votre tablette. Et vous avez donc des rendez-vous par vidéoconférence avec un spécialiste de la santé. Et ça touche l'ensemble des soins de santé qui sont par consultation. Donc, on ne parle pas ici d'une télémédecine pour une chirurgie, mais plutôt donc des consultations, on parle de psychologie ou avec un médecin de famille. Et pour ça, vous devez avoir un accès à Internet qui est relativement stable. Vous devez avoir un accès aux outils informatiques également. Et donc, il pourrait y avoir des collaborations lorsqu'on regarde du côté démocrate et des priorités de Joe Biden par rapport à l'élargissement de l'accès à Internet dans des zones rurales et aller chercher des votes aussi du côté républicain, puisque c'est un enjeu qui, et lorsqu'on parlait de populisme tantôt, ce serait difficile, je pense, pour J.D. Vance d'aller en Ohio et de dire on va voter contre quelque chose qui essentiellement vous servirait, vous faciliterait la vie, et l'Ohio donc a des zones rurales quand même assez importantes. Donc c'est quelque chose qui est moins ancré dans un enjeu qui divise ou qui est polarisant versus d'autres choses. Et ensuite, il y a la question de l'importation des médicaments et pourquoi ça peut être un enjeu qui fédère et qui devient bipartisan, parce qu'en fait, on a une situation très bizarre et très peu commune où Donald Trump et Joe Biden se sont prononcés en faveur de ce type de politique-là. Et donc, c'est très rare le nombre d'enjeux sur lesquels les deux présidents donc s'entendent. C'est une proposition qui s'inscrit dans plusieurs années, plusieurs initiatives du Congrès qui constamment a été renversée par les différents congrès. Donc cette idée de dire qu'en fait les États-Unis pourraient importer des médicaments qui ont été achetés par un autre pays à travers leur propre mécanisme d'acquisition de médicaments auprès des pharmaceutiques et de les importer sur le marché états-unien dans la perspective où l'autre pays aurait négocié avec la pharmaceutique à un prix qui est plus faible que ce que les États-Unis auraient, eux, en important directement auprès de la pharmaceutique, et de dire, plutôt que de passer directement par la pharmaceutique, on va passer par un autre pays. Pourquoi ça devrait nous intéresser ici? Parce que c'est du Canada qu'on parle ici, donc on ne veut pas importer les médicaments de n'importe où. On veut en fait profiter du fait que le Canada négocie des prix beaucoup plus faibles sur la médication en raison de l'organisation de notre système de santé, et de profiter donc de ces prix-là sans avoir à dire qu'on socialise le système de santé aux États-Unis. Donc on ne veut pas devenir le système socialiste du Canada, mais par contre on aimerait bien profiter de leurs prix très avantageux et donc d'importer les médicaments à travers le Canada vers les États-Unis. Et c'est quelque chose donc, qui a eu à nouveau une nouvelle traction sous Donald Trump parce que Ron DeSantis de Floride a ramené la question à l'avant-scène. Et donc, à ce moment-là, on parlait pas de potentielle rivalité lors de l'investiture républicaine.
Donald Trump avait une oreille très grande ouverte aux demandes de Ron DeSantis et on a remis ça de l'avant et sous l'administration de Trump, on a mandaté le Food and Drug Administration de creuser la question et les États donc ont pu soumettre des plans d'importation. Donc ce sont les États directement qui s'occuperaient de l'importation, donc ce ne serait pas le gouvernement fédéral, mais chaque État serait responsable d'appliquer pour avoir l'autorisation pour le faire. Et l'administration Biden est, sauf s'il y a eu changement dans les 24 dernières heures, toujours ouverte à ce que ce programme-là suive son cours et qu'il y ait potentiellement donc une approbation de programmes d'importation des médicaments. Est-ce que ça va fonctionner? Rien n'est moins sûr, parce que si vous êtes une pharmaceutique, est-ce que vous allez réellement donc continuer à vendre ou quintupler ce que vous vendez au Canada pour que ce soit exporté vers les États-Unis? Pas nécessairement. On parle quand même de compagnies qui s'inscrivent dans un marché capitaliste, mais on a donc cette situation-là où ça pourrait donner lieu à des décisions bipartisanes et à une collaboration bipartisane, puisqu'on a à la fois des démocrates qui, historiquement, donc qui siègent soit à la Chambre ou au Sénat depuis longtemps, qui se sont prononcés à plusieurs moments dans l'histoire pour ce type de programme-là, du côté républicain et du côté démocrate, et on a une situation où vous pouvez aller chercher même les plus à droite du Parti républicain, parce que Donald Trump appuie ce même programme-là. Donc, on a une autre situation, il pourrait avoir encore une fois une collaboration entre les deux. Si je vous ramène sur la question du droit à l'avortement, c'était un enjeu qu'on surveillait aussi pour 2022 à 2024. D'une part, avec le retour en chambre des nouvelles législatures, est-ce que d'autres États adopteront des lois restrictives ou des lois visant à protéger le droit à l'avortement? Essentiellement, le renversement de Roe v. Wade et de Casey, ce que ça dit, c'est que chaque État est maintenant responsable d'encadrer la procédure. Dans certains États, en fait, cette décision-là est venue à un moment où la législature ne siégeait pas. Donc, il y a eu des sessions spéciales pendant l'été qui n'ont pas abouti. Et également, il y a donc des législatures qui commenceront à siéger dans les prochains mois et qui se prononceront pour la première fois sur cette question-là. Est-ce que les résultats des 5 référendums vont avoir une incidence sur le discours du Parti républicain? Est-ce qu'on aura un adoucissement des politiques qui sont mises en place? Ce sera des éléments qui seront à suivre aussi dans les 2 prochaines années et qui, pourquoi seront à suivre? Parce que est-ce que l'avortement va devenir cet enjeu fédérateur du côté démocrate ou pas? Les 2 prochaines années, ce qui va se passer et à quel point on va aller loin en termes de restriction au droit à l'avortement peut avoir une incidence sur est-ce qu'en 2024, on se reparlera et je vous dirai encore que l'avortement était tout aussi important ou pas. Ça peut avoir une incidence sur ce qui se passera au niveau des États dans les deux prochaines années. Et également au niveau du Sénat et de la Chambre des représentants. Je suis pas certaine s'ils vont le remettre de l'avant puisque c'est pratiquement voué à l'échec, mais dans les décisions que le juge Thomas a identifiées dans son jugement dans sa décision dans Dobbs, il y avait effectivement les questions de mariage entre personnes de même sexe, mais il y avait également le droit à la contraception. Donc, est-ce que le Congrès va tenter de codifier le droit à la contraception ou pas? C'est pas quelque chose qui est gagné d'avance, étonnamment. Donc, on pourrait se dire qu'en 2022, protéger le droit à la contraception, ça se ferait dans un claquement de doigts. C'est pas du tout le cas et il y a une forte réticence donc à codifier ce droit-là au niveau du Congrès. Donc ça va être quelque chose aussi qui va être à surveiller. Et le dernier élément sur lequel je mettrai l'accent pour les 2 prochaines années aussi, ce sera de suivre. Donc demain, on risque d'entendre parler de Donald Trump si son plan se maintient. D'ici le début de l'année, Joe Biden a dit qu'il allait prendre sa décision sur est-ce qu'il se présentera ou pas. Ça va être à suivre parce que si Joe Biden décide de ne pas se présenter et qu'il repousse constamment cette décision-là, on peut se retrouver avec une situation du côté des démocrates où on aura un candidat ou une candidate qu'on n'aura pas eu assez de temps de pousser et de former en fait pour en faire une candidature viable contre Donald Trump ou autre. Donc historiquement, et là les dates m'échappent parce que ce n'est pas mon... J'ai pas la date en tête, je suis très mauvaise avec les dates, mais historiquement, c'est déjà quelque chose qui est arrivé où un président donc repoussait sa décision, ne se représentait pas, si ma mémoire est bonne, c'est dans les années 60, et qu'on avait une candidature qui était tout simplement pas viable parce qu'on n'avait pas eu le temps de la mousser et de solidifier le parti autour de cette candidature-là.
Donc, est-ce que Joe Biden se représentera? S'il se représente pas, qui du Parti démocrate? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va venir? Actuellement, les noms qui circulent, Gavin Newsom de la Californie, qui a réaligné ses politiques dans les derniers mois, qui a utilisé son droit de veto contre des politiques des propositions très progressistes pour tenter de se réaligner avec la position nationale sur des enjeux comme les centres d'injection supervisés en Californie, Gretchen Whitmer qui vient de remporter au Michigan, Pritzker en Illinois qui a remporté des comtés qui étaient allés du côté de Trump massivement et que là on a remporté du côté démocrate. Est-ce que Beto O'Rourke tentera une 4e campagne en 8 ans? Ce sera une question également. Des démocrates au Colorado aussi qui deviennent de plus en plus bleus et de moins en moins pourpres. Qu'est-ce qui va se passer en Pennsylvanie aussi? Est-ce que Shapiro va décider de se présenter? Bref, il y a plusieurs questions sur qu'est-ce qui va se passer quand Joe Biden va décider s'il se présentera ou pas. Parce que si Joe Biden se présente, ce serait difficile avec toutes les politiques qui ont été mises en place et le fait que dans un contexte comme les mi-mandats, on s'attendait à des pertes historiques et que finalement, c'est complètement l'inverse. Pas complètement, mais on a quand même une situation où on a beaucoup moins de pertes que ce à quoi on s'attendait du côté des démocrates. Donc, ce serait difficile pour le Parti démocrate de ne pas appuyer cette candidature pour un second mandat. Et également, si vous avez suivi les noms que je vous ai donnés, vous avez entendu beaucoup de candidatures de personnes s'identifiant comme hommes et de personnes blanches. Est-ce que le Parti démocrate, qui tente depuis des années de se réaligner et de solidifier sa coalition au niveau des électeurs latino-américains et des électeurs afro-américains, vont mettre l'establishment derrière une candidature d'une personne non blanche ou d'une femme? Ce sera aussi une question à voir parce qu'actuellement, lorsqu'on regarde les étoiles montantes du Parti démocrate, on voit qu'il y a très peu de diversité pour un parti qui tente de se positionner pour la diversité et pour être le parti de l'électorat diversifié aux États-Unis. Donc, ce serait ça avec quoi je vous laisserai pour les 2 prochaines années pour qu'est-ce qu'on va suivre. Et après ça, il y a aussi la question que la politique est imprévisible. Donc, peut-être que tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, ça va être complètement autre chose. C'est pas impossible, mais à ce moment-ci, je dirais que c'est vers ça que je vous emmène. Merci. On va vérifier. Monsieur avait une question tout à l'heure et Oui, mais je ne veux pas changer de sujet, je trouve ça intéressant. Comme vous J'avais une question. Est-ce qu'on peut faire un lien avec Moderna qui arrive à Montréal? Et puis, cette politique-là devrait transiter les droits par les États-Unis, c'est-à-dire aux États-Unis par le Canada? Non, en fait, ça fait vraiment plusieurs années que c'est une proposition. Il y a eu des négociations, notamment quand on avait discuté de Obamacare, donc le Affordable Care Act, de son long nom. Et c'est des éléments là, qui sont remis de l'avant là, depuis les années 90. Donc, c'est une proposition, en fait, qui découle des prix exponentiels des médicaments aux États-Unis. Et également du fait que notamment dans les États frontaliers avec le Canada, les sénateurs, les représentants et même les gouverneurs sont très sensibles à la question de la diversité des prix d'un côté et de l'autre de la frontière. On l'avait vu lors de la campagne électorale, Bernie Sanders avait amené un autobus là, d'électeurs états-uniens du côté canadien de la frontière pour acheter de l'insuline dans l'objectif de mettre de l'avant la disparité vraiment très, très importante de prix entre une fiole d'insuline au Canada et une fiole d'insuline aux États-Unis. Et lorsqu'on parle d'une personne diabétique, l'insuline, c'est pas un médicament pour la toux dont on peut se passer. Là, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour la survie des individus. Et c'était un événement qui était médiatique, mais en fait, ce mouvement-là, on le voit pratiquement à tous les jours entre le Canada et les États-Unis, mais également entre le Mexique et les États-Unis. Donc, le fait de traverser la frontière, lorsqu'on travaille, moi je travaille notamment là, sur la question des enjeux frontaliers en accès aux soins de santé, c'est quelque chose qu'on voit et c'est quelque chose qui est de plus en plus mis de l'avant par les électeurs auprès de leurs représentants, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau fédéral, pour tenter de dénoter cette disparité-là. Et plutôt que de dire, on va solutionner la question de disparité des prix avec une solution qui est permanente, notamment des réformes du système de santé, c'est beaucoup plus facile de dire, on va simplement légaliser l'importation de médicaments pour de la revente aux États-Unis. C'est essentiellement une solution qui est une solution Band-Aid, qu'on appelle, donc qui à long terme n'est pas nécessairement viable et même à court terme n'est pas viable, mais qui
a de l'attraction politique parce que c'est une solution qui est rapide, qui solutionne un problème qui est pressant, et dans un contexte d'inflation qui est encore plus pressant. Merci. D'autres questions? Monsieur. Bonjour, Benjamin, merci beaucoup pour la lettre, c'était très intéressant. J'ai de la difficulté à comprendre la distorsion qui existe entre les enjeux portés par les membres des partis qui sont souvent très extrêmes versus justement les intérêts de la population lorsqu'ils vont voter. Vous l'avez vraiment confirmé, ça. Donc, si vous pouviez justement m'illuminer là-dessus, parce que c'est très dur en tant que Québécois, même Canadien, de retrouver quelque chose d'aussi intense dans nos institutions politiques. Oui, en fait, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose qu'on observe depuis longtemps, cette idée que les élites ont tendance à être plus polarisées que la population. Prenez par exemple la position sur l'avortement. Il y a beaucoup de gens qui ont des positions très nuancées, puis c'est pas noir ou blanc, mais quand tu as une offre politique, sur un référendum, ou, c'est oui ou non, c'est pro-choix, anti-choix. Alors, c'est comme... Et souvent, les gens, il faut comprendre aussi les élites, les élus, c'est pas un échantillon aléatoire de la population, c'est les gens qui s'auto-sélectionnent pour être en politique. C'est des militants. Puis les militants qui sont très importants au sein de chaque parti, parce qu'ils ont un gros impact quand il est le temps de les candidats à investiture, de campagne de financement, etc. Les militants sont souvent, parce que c'est comme la définition d'un militant, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à cœur à une politique, à un enjeu, à une position. Et on le voit du côté des républicains, vous avez les évangéliques qui sont très, très, très à droite sur les questions sociales, religieuses. Alors, évidemment, les candidats qui émergent de ce mouvement-là ont tendance à représenter cette tendance, ce mouvement-là, et il se présente. Et là, votre candidat qui est républicain est un évangélique d'extrême droite, très conservateur, au point de vue social, etc. Et il y a un grand nombre d'électeurs qui ne se retrouvent pas dans cette offre-là. Et c'est un peu la même chose du côté des démocrates. Et donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est souvent ça qui fait que les partis ont tendance à offrir un genre de menu. C'est un peu comme ça au restaurant, puis tu veux... Je veux peut-être manger, mais le choix, c'est un steak ou du tofu, il n'y a rien entre les deux. C'est comme, laisse-moi avoir quelque chose de... Mais c'est ça un peu dans le militantisme américain, tu as cette offre-là qui est beaucoup plus extrême que la population en général. Qui est renforcée aussi on parle souvent du coût des élections aux États-Unis puis de l'importance de l'argent aux États-Unis. Lorsqu'on regarde les lobbies puis les groupes d'intérêt, c'est pas des gens qui militent pour le milieu, c'est des gens qui militent pour un extrême du débat ou l'autre extrême du débat. Puis si déjà on a une prédisposition à un ou de l'autre des deux côtés en tant que candidat, puis qu'on a la NRA qui nous donne de l'argent ou on a Planned Parenthood qui nous donne de l'argent, ben ce qu'on va mettre de l'avant, puis le niveau de polarisation de notre discours peut aussi être accentué par ça, alors que l'électeur moyen, il n'y a pas la NRA qui cogne à chaque jour sur sa porte pour dire « faudrait que vous votiez comme ça » ou d'autres groupes là, à droite. Il y a aussi l'influence de... Déjà, on a cette situation-là en termes de qui devient les candidats, mais après ça, qui parle à ces candidats-là et qui finance ces candidats-là est une autre étape aussi dans la polarisation des positions. Et certains groupes sont beaucoup plus vocaux que d'autres sur certains enjeux, ce qui donne lieu à une polarisation accrue de certains enjeux, et alors que on regarde d'autres enjeux qui sont beaucoup moins politisés et beaucoup moins polarisés, qui n'ont pas non plus la même quantité d'argent qui est mis dans cette discussion-là. Merci. Autre question? Dans votre liste à la fin pour les possibles candidatures si jamais Biden ne se représente pas lors de 2024, vous n'avez pas mentionné Kamala Harris. Et je me demandais aussi, selon vous les deux, qu'est-ce qui s'est passé avec Kamala? Pourquoi elle n'est pas plus présente, on ne lui met pas plus de l'avant? Je sais pas, elle est comme un peu disparue depuis les élections de 2020.
Je pense que c'est la question qu'on se pose. Parce que pour ma part, c'est une question qui reste en suspens. Non seulement elle n'est pas très présente, mais elle s'est fait attribuer des dossiers extrêmement difficiles très tôt. La question de solutionner l'enjeu de la migration à la frontière mexicaine-états-unienne, je suis désolée, mais une vice-présidente en 4 ans ne peut pas solutionner un enjeu que tous les présidents d'avant ont tenté de solutionner et n'ont eu aucune solution. Donc, elle était constamment mise de l'avant lorsqu'il y avait des enjeux qui étaient très difficiles et lorsqu'il y avait des bons coups de l'administration, elle était peu mise de l'avant. C'est une des raisons pourquoi, pour ma part, contrairement à d'autres membres du Parti démocrate qui ont une visibilité beaucoup plus grande, j'ai l'impression que même si elle est vice-présidente, Kamala Harris part quand même avec un -1 en termes de visibilité en amont des possibles nominations à l'investiture démocrate, parce qu'on a donc cette situation-là au sein de l'administration. Après, est-ce qu'elle ne se présentera pas? Je pense que si Joe Biden ne se présente pas, elle risque de se présenter. Ce serait étonnant qu'elle ne se présente pas. Mais est-ce qu'elle remporterait l'investiture dans le contexte actuel? Je suis moins certaine. Donc, c'est pas tant une liste de qui pourrait se présenter, mais qui aurait actuellement un potentiel de... Étant donné que les démocrates vont contrôler le Sénat, on est en mesure d'introduire des projets de loi qui ont l'appui du président. Quand je regardais, je réfléchissais, c'est quoi les terrains d'entente potentiels entre les républicains? Vous avez mentionné les produits pharmaceutiques, mais il y a le DACA, les Dreamers, et la majorité des républicains, et en fait des Américains, là, appuient, pour ceux et celles qui ne connaissent pas c'est pas un phénomène, c'est une réalité. Là, ce sont des enfants d'immigrants illégaux qui sont nés aux États-Unis ou qui ont été apportés lorsqu'ils étaient très jeunes et qui ont grandi aux États-Unis. C'est des sans-papiers. Alors, comment reconnaître est-ce qu'on doit reconnaître leur citoyenneté ou les régulariser? Ça, c'est un débat et la majorité des Américains sont en faveur que ces enfants-là, parce qu'il n'y avait pas vraiment de choix de s'établir aux États-Unis, soient reconnus comme citoyens. Et Trump, il aurait pu adopter un projet de loi dans cette direction-là, mais évidemment, il s'est auto-pelure de babanaliser. Mais là, je me demande, ça serait pas un exemple de situation où on aurait un terrain d'entente potentiel qui serait une grande victoire là, pour les démocrates? Pour les Dreamers aussi. Oui, évidemment. On peut les oublier. Oui, mais ça va prendre un signal de la part d'un leader, que ce soit Trump ou un DeSantis, quelqu'un qui va dire aux républicains du Congrès, tu peux le faire. Parce que, c'est souvent, on l'a vu quand, c'était quoi, non, quand Donald Trump était président, il y avait un enjeu, là, je ne me souviens plus duquel, où c'était un enjeu qui, traditionnellement, les conservateurs étaient contre, là, je sais de m'en souvenir, puis à un moment donné, Donald Trump a dit « c'est correct, vous pouvez le faire ». Je pense que c'était une réforme je ne me souviens plus là. Et là, tout d'un coup, ça a changé la donne. Là, les sénateurs ont dit, parce que ça leur donne une protection contre leurs électeurs, parce qu'ils peuvent dire « ben non, c'est Trump qui a dit c'est correct, donc je peux le faire ». Donc, ça va prendre du leadership de la part soit de la personne qui va obtenir l'investiture, ou durant la campagne, c'est une campagne pour une investiture, pour tenter pour justement donner le droit essentiellement aux républicains, au Sénat, d'appuyer cette position. Parce qu'on n'est pas assez proche, lors des années, on remonte quand il y avait eu presque une entente avec, quand le Congrès était démocrate et républicain, on était pas assez proche, finalement ça avait échoué. Puis depuis ce temps-là, c'est devenu tellement un enjeu c'est un enjeu qui divise. Et tout ce que ça prend quelqu'un comme Trump, un DeSantis ou peu importe, d'annoncer qu'il est en faveur. Puis là, tout d'un coup, ça pourrait débloquer. Je ne veux pas être pessimiste, mais je dirais que non, en fait, parce que Trump a tenté de démanteler DACA et la seule raison pour laquelle DACA est encore en vigueur aujourd'hui, c'est parce qu'il l'a fait de la mauvaise façon et que la Cour suprême a dit qu'on n'avait pas respecté l'ordre habituel dans lequel on renverse
un décret d'un président. Donc, DACA vient d'un ordre exécutif de Obama et ça vient du fait qu'il y avait une complète inaction du Congrès avant même Donald Trump sur la question du DREAM Act. Donc, je pense pas que Trump irait dans cette lignée-là. DeSantis, qui actuellement met de l'argent des Floridiens pour déplacer des migrants de la frontière mexicaine-états-unienne vers des États démocrates, je pense pas non plus que ça va être quelqu'un qui va avoir une ouverture envers quelconque pan de la population non documentée. Et dans un contexte où on pouvait pas s'entendre avant Trump sur ça, dans un post-Trump sur un enjeu migratoire, j'ai vraiment la difficulté à voir comment est-ce qu'on en arriverait là, parce que si les républicains sont majoritaires, le focus va être sur les contrôles, va être sur la déportation et sur le mur, et non pas sur les Dreamers. Donc, ça prendrait en fait une majorité démocrate qui permet d'aller au-delà du filibuster. Puis ça, je vois pas je vois pas que ça pourrait arriver prochainement. Donc, je veux pas être pessimiste sur le cas de DACA. J'ai l'impression que ça va être maintenu en place tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un renversement qui respecte le processus. Ou qu'on n'a pas un congrès qui a une majorité plus claire démocrate. Merci. On a le temps pour une dernière question, je pense. Oui. Juste pour presque le même point sur DeSantis et Trump, est-ce que la possibilité d'une guerre civile, donc je sais deux peuples de Floride maintenant, Mar-a-Lago et Ron DeSantis, va avoir des effets sur comme on assume la majorité républicaine en House. Est-ce qu'on va voir comme deux factions dans le Parti républicain, une faction qui comme Marjorie Taylor Greene et les autres qui suivent Trump, et une autre faction qui va suivre le républicain qui a maintenant le voix de Fox News, Ron DeSantis? Comment est-ce que ça va passer? C'est une bonne question. Écoutez, Donald Trump a envoyé ses premières salles. On l'a vu, là, plusieurs salles sur les médias sociaux, les communiqués de presse, tout ça. DeSantis n'a pas répondu. À un moment donné, il va falloir qu'il réponde. Et ça va être ça, ça va être les mots qu'il va choisir, tout ça. Puis c'est là qu'on va savoir est-ce que oui, il va y avoir une aspect. Et il n'est pas impossible non plus que DeSantis, il est jeune, hein? Il est encore dans la quarantaine, il a tout son avenir devant lui. Il n'a peut-être pas nécessairement intérêt à se lancer dans cette guerre intestine au sein du Parti républicain, sachant que Trump, ça va être, s'il décide de briguer un mandat, ça va être la dernière fois, il va frôler les 80 ans, de toute façon, il va être, si jamais il se fait élire, ça va être son dernier mandat. Donc, il n'est pas impossible que DeSantis et son entourage aient été dessus. On va attendre 4 ans, peut-être même 8 ans, parce qu'il n'y a pas de presse. Trump, lui, il va se faire inculper, on ne sait pas ce qui va arriver. Lui, il veut vraiment que ça se lancer immédiatement, peut-être, là, mais si DeSantis décide de frapper là, contre Trump, et là, à ce moment-là, c'est sûr que il va y avoir une implosion. Et c'est ça que, dans la mesure où vous êtes un démocrate au Sénat ou à la Chambre, vous pourrez admirer ce qui va se passer. Parce que c'est vrai, ça va complètement paralyser ce parti, cette majorité. C'est pas nécessairement bon pour le processus législatif, mais au niveau politique, c'est pas une mauvaise chose quand le parti adverse est pris dans une guerre à non plus finie. Et pour 2024, si DeSantis remporte l'investiture républicaine, il y a aussi la question, est-ce que Donald Trump aura un parti va se présenter comme indépendant? Et si oui, qu'est-ce que ça aura comme impact sur le vote de la prochaine présidentielle, mais aussi des autres élus qui vont se présenter aux autres courses. Donc, beaucoup de questions pour les 2 prochaines années, finalement. Merci beaucoup. Beaucoup de questions, mais vous avez très bien donné des outils pour bien comprendre. Et je sais, c'est jamais un exercice très simple que d'analyser un objet en mouvement. Alors, merci beaucoup et donner les outils pour continuer à suivre les prochains jours et les 2 prochaines années. Merci beaucoup.